Et d'abord, comme tous les vendredis, je vous le disais, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui, très bien. Un marché de l'art, je le disais en préambule de cette émission, lui aussi impacté par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques internationales, Sybille. Oui, alors du coup, le monde de la culture est en émoi face à cette guerre menée en Ukraine. Les artistes se sont exprimés, certains quittent leurs fonctions, par exemple l'équipe du pavillon russe de la Biennale de Venise qui va avoir lieu en avril. Mais au sein du marché de l'art, surtout, certaines initiatives de soutien voient le jour, comme par exemple à Art Genève, qui est la foire qui a lieu en ce moment même, qui a commencé le 3 mars et qui se terminera le 6 mars 2022. La galerie Pace a annoncé que le produit de ses ventes sur cette foire sera reversé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La galerie Pace expose un solo show de Lucas Samaras. Et donc cette foire, Sybille, est-ce qu'elle aussi elle va subir des conséquences de ce contexte international? Alors Art Genève, voilà, qui est fête aussi ses 10 ans, ouvre pendant cette semaine de conflit et elle sera la première à tester la réaction du marché. Le directeur de la foire, Thomas Hugues, auprès des Échos, dit qu'il n'est pas inquiet. Notre clientèle est plutôt suisse et française, dit-il. Je ne pense pas que les événements actuels aient un impact fort sur la fréquentation. En vente aussi, durant cette foire, il y aura l'artiste d'origine ukrainienne mondialement connue, Sonia Delaunay, qui est vendue par la galerie française Le Minotaure. Sybille, les sanctions internationales, elles ont un impact sur le marché. Alors effectivement, certains avoirs d'oligarques russes vont être gelés. Donc, ce sont des clients potentiels pour des ventes à très hautes estimations. Mais l'impact ne devrait pas être si fort à ce niveau-là. Les tensions se cristallisent surtout autour de la maison de vente Philips, qui est détentue à 100% par le groupe de luxe russe Mercury. Alors, les deux présidents de Mercury ne sont pas sur les listes noires des gouvernements européens. Mais certains collectionneurs appellent au boycott, comme Mathieu Gerling, qui est l'ancien PDG de Bonhams, cette autre maison de vente, qui s'exprime auprès de The Art Newspaper. Il dit que seul un boycott des ventes de Philips attirera l'attention du monde et des propriétaires de Mercury pour, espérons-le, influencer Poutine à changer son plan d'action actuel. De son côté, Philips exprime que les sanctions ne devraient pas atteindre ses activités. Philips condamne les actions de Vladimir Poutine et la maison de vente a réalisé un post sur Instagram qui a fait réagir beaucoup d'internautes. Et aussi, la maison de vente a indiqué reverser les frais liés à la vente qui a eu lieu hier soir à la Croix-Rouge Ukraine. Et pourtant, c'était une semaine importante pour Sotheby's et Christie's, Sybille. Oui, alors on remarque que tout le monde de l'art ne s'est pas non plus figé à ces actualités. Il y a tout de même eu de très belles ventes. Christie's qui a organisé un programme de dialogue entre sa maison de Londres et sa maison à Shanghai. C'est autour d'une vente qui s'appelle Shanghai to London, tout simplement. Cette vente est particulière parce que Christie's inaugure ainsi un nouvel espace en Chine et a retransmis les enchères à Londres puis à Shanghai. C'était une vente qui s'appelait Chef-d'œuvre de l'art moderne et contemporain qui a eu lieu le 1er mars et qui a totalisé 297,4 millions d'euros. Un record pour ce type de vente, 90% des lots ont été vendus. Dites-nous tout des grands succès de la soirée, Sybille. Alors notamment, il y a eu Les Renards de Franz Marc, qui est un artiste allemand qui est représenté par le mouvement Blaureiter, vendu pour 51,2 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. Bien sûr, il y a eu le triptyque 1986-87 de Francis Bacon, vendu pour 46 millions d'euros. Un autoportrait de Picasso, La fenêtre ouverte, pour 19,6 millions d'euros. Et Lucian Freud, son œuvre Girl with Closed Eyes, adjugée à 18 millions d'euros. Et puis pour Sotheby's aussi, c'était une belle semaine avec deux ventes jointes qui ont fait un résultat de 266 millions d'euros, propulsés par la vente record de Magritte. L'Empire des Lumières, cette toile énigmatique de Magritte, a été adjugée pour la somme de 71,5 millions d'euros, le tableau le plus cher de l'artiste. Alors une belle réussite pour Sotheby's qui a plutôt essuyé un flop d'une vente NFT il y a quelques jours auparavant. Donc de belles réussites, c'est ce qu'on retient malgré un contexte international un peu tendu, un peu compliqué. Merci Sybille. Votre invitée aujourd'hui, je le disais aussi tout à l'heure en préambule de cette émission, c'est Inès Léonard-Duzy, directrice générale de MT Art. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur le merci. plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner. Inès Leonarduzzi, on connaissait les agents d'acteurs, les agents de sportifs aussi, beaucoup moins les agents d'artistes. Nous allons donc tenter ensemble ce matin de comprendre ce marché plutôt récent, je crois. Première question, en quoi consiste votre travail alors très exactement? Expliquez-nous. Alors en effet, notre travail, on est agent, on représente des artistes. Alors étonnamment, on dit qu'on est une agence d'art parce que finalement, on adresse tout le secteur. Et on sait, comme vous l'avez très bien dit, on s'est inspiré des modèles d'agents de sportifs, d'agents d'acteurs, avec le constat de Marine Tanguy, qui est la fondatrice d'MTR Agency, qui est que, en effet, le marché de l'art doit se structurer et la carrière d'un artiste doit aussi faire état d'un modèle économique viable pour lui. Sinon, on se retrouve dans des bulles avec certains artistes qui sont valorisés à travers les siècles et qui dépassent les siècles. Et puis, on a des grandes galeries aussi, pareil, qui vont faire monter des artistes en puissance. Et puis, on a plein d'autres artistes, des milliers, des millions d'artistes qui peinent, parce que c'est pas leur métier, à trouver leur voix et comment est-ce que je deviens la personne que je dois devenir. Alors nous, voilà, notre métier, ça va être d'adresser de manière 360 degrés la carrière d'un artiste, tant sur le plan média, sur le plan institutionnel, l'art public dans les villes et les collectivités, mais aussi la relation aux collectionneurs. Donc l'idée, c'est vraiment les partenariats avec les grandes marques de luxe. Et c'est ce qu'on fait avec une quarantaine d'artistes, un peu plus maintenant. 40, donc vous avez 40 artistes au sein de votre agence? Un petit peu plus, une quarantaine d'artistes entre Londres, Paris. On a des artistes en Amérique latine. On adresse de plus en plus le marché africain. On regarde de très près cette semaine, justement, dans mon bureau parisien, le marché asiatique. Donc, on est une des premières agences d'artistes, d'art. On est présent aujourd'hui sur le monde entier. On regarde aussi beaucoup les marchés moyen-orientaux et américains. Comment vous faites pour choisir les artistes? Vous recevez des dossiers auprès de l'agence et après vous les analysez? On reçoit tous les jours des candidatures d'artistes pour être représentés, donc ce qui est aussi un signal très fort de demande de ce marché. Comment on les sélectionne? D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un comité de sélection, parce que ce serait beaucoup trop impartial de dire « Ah ben toi, je t'aime bien, on y va ». Alors évidemment, nos avis sont importants, mais on s'est déjà vu refuser des candidatures qu'on adorait par notre comité. C'est l'artiste qui est refusé? Non, oui, le comité. Non, le comité. D'accord. Il arrive que parfois le comité refuse des artistes que nous on souhaite défendre, des candidatures qu'on reçoit, et parce qu'en fait, et ça ne veut pas dire que l'artiste n'est pas assez bien, c'est que nous on a un regard où notre travail, c'est de faire collaborer un artiste avec des villes, avec des maisons de luxe, avec des grandes entreprises, de dialoguer, de savoir prendre la parole dans les médias. Et il y a des artistes fabuleux qui n'ont pas envie, ne veulent pas faire tout ça. Et finalement, leur place est vraiment sur un schéma très galerie où le galeriste prend en charge la vente d'œuvres et ça lui va très bien. Donc nous, on a besoin de retrouver un certain modèle, une personnalité, une envie, une désirabilité d'une carrière telle que nous, on les promeut. Il faut vraiment comprendre que un modèle d'agence ne peut pas adresser tous les artistes. D'être un excellent artiste ne suffit pas. Cette stratégie-là, vous l'élaborez avec lui, avec l'artiste? Complètement. Oui. Une fois alors évidemment, quand on rencontre l'artiste la première fois après avoir candidaté, parfois on les approche aussi, évidemment. On a ce dialogue-là. Qu'est-ce que c'est qu'une agence d'art et qu'est-ce que c'est que le métier d'agent d'artiste? Donc là-dessus, il faut être très clair. Qu'est-ce que c'est par rapport à une galerie d'art? Quel travail vous allez faire différemment? Le travail, c'est que moi, mon métier au quotidien, c'est de passer du temps avec les journalistes, leur dire, voilà, cet artiste, voilà pourquoi elle ou il est important, voilà pourquoi elle change le regard de manière globale, et voilà pourquoi il faut que vous en parliez. Donc ça, c'est par exemple un premier métier qui n'est pas forcément celui du galeriste. Je fais grandir tous les jours mon réseau de collectionneuses et de collectionneurs. Je fais des visites studio, je fais des rencontres avec l'artiste, et donc je m'adresse directement aux collectionneurs, mais également aux marques. Donc je passe du temps avec les directions marketing, communication, les directions engagement, RSE, pour travailler différemment avec l'art comme outil autour de leur sujet. Donc c'est un travail aussi là vraiment purement d'agence. Et puis j'ai toute la relation avec les institutionnels, les mairies, les musées.
Et ça, pareil. Donc là, on est sur un gros projet à Bruxelles, un autre gros projet avec le Rockefeller Center à New York. Donc le métier qu'on a, finalement, c'est ce que j'expliquais, il est très global. Quand dans une galerie, on exprime vraiment, et surtout le fait de vendre, la volonté de vendre des œuvres dans une galerie. Et puis, on peut décrocher un artiste et dire, bon, bah, ça y est, on arrête. Et nous, nos artistes, on les a. Par exemple, je pense à David Servan-Schreiber, qui a été le premier artiste signé par Marine Tanguy. Et il est là depuis maintenant plus de 7 ans. Sa carrière a décollé incroyablement. Il est collectionné dans le monde entier. Et nous, c'est ce qu'on fait. On est sur le long terme. D'ailleurs, on participe pour partie aux frais de studio de nos artistes. Donc, ce n'est pas seulement des personnes qu'on va voir quand on doit vendre une œuvre ou un partenariat. On les appelle tous les mois, parfois plus, selon les besoins, pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Vous me le demandiez tout à l'heure, quand ils arrivent, une fois qu'on a signé le contrat, on dresse ce que nous, on appelle la Dream List. Donc, c'est tout ce que vous avez envie de faire en tant qu'artiste dans les 5 prochaines années. Et nous, on essaye de coller au maximum à ça. Donc, voilà ce que c'est que notre métier. Et vous parliez du business des artistes que vous travaillez avec eux. Qu'est-ce qui a changé désormais comment les collectionneurs peuvent mieux acheter des œuvres d'art? Qu'est-ce qui change en termes de business autour de l'artiste? C'est qu'en fait, je me rappelle un jour, je discutais avec Marine, donc la fondatrice de cette agence, et elle me disait, quand je travaillais dans une galerie à Los Angeles qui est une ville de cinéma où on croise tout le temps des acteurs, et elle me disait, je voyais les gens tomber par terre à la renverse quand ils croisaient un grand acteur ou une grande actrice. Et finalement, pour les artistes que moi j'adorais, desquels je rêvais, les personnes ne savaient qui c'était, personne ne se retournait sur eux parce qu'ils étaient de parfaits anonymes. Et donc, c'est de là qu'est né son désir. Elle a dit, en fait, la carrière d'un artiste dans une galerie, elle est très bien, elle est représentée, mais encore faut-il que la galerie soit représentée elle-même, qu'elle ait une belle visibilité, qu'elle ait une légitimité. Mais comment est-ce qu'on fait pour, sur le temps long, garantir qu'un artiste va avoir la trajectoire qu'il peut avoir. Et donc, c'est là où ça change complètement le modèle. C'est que sur le plan économique, un artiste qui va signer avec nous en agence va pouvoir démultiplier son portefeuille d'opportunités. Il va rencontrer les collectionneurs. Nous, les collectionneurs, on travaille aussi avec eux d'une manière différente, parce que vous allez me dire, bon, bah là-dessus, comment ça se différencie d'une galerie? Déjà, nous, on prend moins de pourcentage, parce qu'on estime que le travail est moindre. Là où le pourcentage ressemble à celui d'une galerie, c'est plus sur les collaborations marques ou collectivités, parce que ça nécessite de nombreux jours de travail, parfois plus des semaines et des mois. Mais sur la vente d'œuvres, si demain vous achetez une œuvre d'un de nos artistes, vous allez l'accrocher sur un mur chez vous. Alors, à partir de là, quand vous achetez traditionnellement, on ne sait pas ce que va devenir l'artiste, et donc cette œuvre peut perdre sa valeur. En revanche, une fois que vous l'avez accroché chez vous, moi je vais continuer à travailler sur sa valeur, parce que cet artiste, je vais le faire travailler avec une grande maison de luxe. Je vais l'exposer dans une grande ville du monde. Et donc, gentiment accroché à votre mur, votre œuvre continue de prendre de la valeur, parce qu'en achetant chez nous, chez nos artistes, eh bien, vous savez que leur carrière est prise en main, pas sur quelques mois, le temps d'une exposition, mais sur le temps d'une vie. Parce qu'on n'a aucune limite dans nos contrats qu'on signe avec nos artistes. C'est un modèle plus adapté à l'époque aussi, c'est ce qu'on a l'air d'entendre dans ce que vous dites, ce modèle-là d'agence d'artistes. C'est plus adapté à l'époque dans laquelle on vit. C'est un modèle plus moderne peut-être aussi. C'est bien plus moderne. Je pense à une première chose quand vous me posez la question, c'est on n'a pas d'exclusivité. On refuse d'enchaîner. On est une bicorp, c'était très important. La première du secteur en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on a des engagements très forts sur le plan social, sociétal et environnemental. Mais on ne signe pas d'exclusivité avec nos artistes, c'est-à-dire évidemment une exclusivité d'agence, mais ils ont le droit d'avoir des collectionneurs de leur côté, de vendre aussi leurs œuvres, ils ont le droit d'avoir des deals avec des marques, et puis... Oui, c'est ça, sur ce rapport un petit peu marketing, est-ce que là aussi vous avez un regard très moderne, parce que certaines personnes pourraient trouver ça un petit peu... c'est dégrader l'art, entre guillemets, que d'avoir un artiste qui travaille avec des marques. Et là, pour le coup, vous avez un regard plus moderne, un peu moins conservateur à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a observé que vous avez... oui, je ne pense pas que ce soit d'époque de penser que la démocratisation de l'art le vulgarise et amoindrit sa valeur. Au contraire, je pense que l'art prend un aura complètement différent quand il s'expose dans des lieux où on n'a pas l'habitude de les voir. En fait, il y a toute une partie de la population, et pas forcément les personnes les plus
les moins privilégiés auxquels on peut penser par cliché. Mais vous avez plein de gens qui viennent de la classe moyenne, qui sont des gens très très bien, qui font des études, qui ont des carrières, mais qui ne vont ni dans les musées ni dans les galeries parce que pour eux, c'est pas leur monde. Et à partir du moment où on ouvre ce champ des possibles, là, on voit qu'il y a des grandes différences qui s'opèrent. Par exemple, les femmes. Les femmes représentent 15% des collectionneurs dans le monde. Chez nous, c'est 55%. Donc déjà, ça crée une grande différence. Par ailleurs, les collectionneurs dans le monde ont plus de 45-50 ans. Nous, ça commence à 30 ans. Parce qu'en fait, on essaye aussi de trouver les artistes le plus tôt possible et de faire investir des personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des gens plus mûrs sur des artistes qui sont émergents et qui vont grandir très vite. Parce que justement, dans un temps où avant les artistes devaient se débrouiller tout seuls, avec un peu de chance, ils ont une bonne galerie, mais ça prend énormément de temps d'apparaître dans les médias, dans les magazines, de faire les bonnes collaborations avec la marque qui va bien, etc. Nous, puisqu'on travaille et que c'est notre seul métier, finalement, ça va beaucoup plus vite. Donc la valeur de votre investissement, elle est aussi beaucoup plus rapide. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Inès Léonard-Duzy, directrice générale de MTR. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sybille. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Merci à toutes les deux. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.